Donc, une biologie spatiale est là vraiment pour répondre à une question biologique et surtout pour redéfinir en fait l'architecture d'un tissu. Donc, quand il s'agit d'une question complexe, comme vous voyez ici, l'étude d'un micro-environnement tumoral, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de cellules. Donc, si vous avez juste un nombre limité en fait, de marqueurs, vous ne pouvez pas vraiment ressortir une information pertinente. L'autre avantage, c'est d'avoir aussi accès à la lame entière. Parce que les technologies qui existent généralement, en fait, c'est des technologies basées sur des régions d'intérêt. Vous prenez un tissu, quelle que soit la taille du tissu, s'il est petit, à ce moment-là, en fait, vous pouvez faire votre imagerie assez rapidement. Si le tissu, en fait, est assez grand, avec plusieurs foyers et plusieurs, en fait, euh, on va dire, régions d'intérêt, bah là, il faudra, en fait, multiplier les scans, multiplier le temps d'analyse et ça devient un peu laborieux. Donc, un cheminement logique d'une approche spatiale, ça va être, en fait, le whole slide scan, puis on va faire en fait un phénotypage euh, avec une résolution subcellulaire, si possible, et afin d'identifier en fait les voisinages des cellules. Donc, il y avait une étude qui était pas mal, c'est une méta-analyse, la JAMA Study, qui a comparé différentes approches d'analyse tissulaire. Et cette étude, en fait, elle a regroupé 50 travaux sur plus de 8000 patients et 20, il y avait 20 types de tumeurs différentes. Et ils ont comparé en fait plusieurs plateformes ou plusieurs approches. L'avantage en fait d'avoir de la biologie spatiale, c'est d'avoir une approche prédictive. Donc ça, c'était en fait un cancer des poumons. Les patients étaient atteints de cancer de poumons et on voulait regarder en fait leur réponse à l'immunothérapie, à un anti-PD1 par exemple. Et donc, comme vous voyez ici dans cette ROC curve, donc c'est une courbe en fait qui va déterminer la spécificité en fonction de la sensibilité. Et on voit bien en fait que le test idéal, c'est vraiment la biologie spatiale qui se rapproche un peu en fait de l'idéal en termes de prédiction. Il faut passer en fait d'un test avec l'immunocytochimie conventionnelle. On voit pas pointeur. Passer vraiment en fait de cette approche-là avec une efficacité de 40% hein, sur des répondeurs, avec pas mal de faux négatifs, jusqu'à on va dire une approche prédictive avec plus de 80% des personnes. Parce qu'encore une fois, la biologie spatiale, elle trouve vraiment son intérêt dans la stratification des patients. Quand vous avez une cohorte de patients, vous commencez en fait à les traiter. Il y a l'histoire patient, il y a aussi les paramètres physiologiques et biologiques. Donc, parmi les paramètres biologiques, c'est vraiment connaître le contexte des tumeurs. Donc, on a en fait plusieurs plateformes. Celle que vous avez ici sur Toulouse, à la plateforme de Frédéric, c'est le PhenoCycler Fusion. Donc, c'est un combo entre deux parties. Euh, et donc, c'est une plateforme qui permet en fait d'avoir accès à la biologie spatiale avec un nombre très élevé de biomarqueurs. Donc, on peut ainsi interroger jusqu'à plus de 100 biomarqueurs sur la même lame. Donc, ça utilise des anticorps tagués. Je vais y revenir en fait dans un instant. Et aussi, cette partie-là, en fait, qu'on voit ici, c'est l'imagerie, c'est le fusion. C'est aussi un instrument qui peut être utilisé comme un microscope inversé, un scanner de lame inversé tout seul. Donc, soit il est tout seul à ce moment-là, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà fait de l'opale. L'opale, en fait, c'est une technologie avec amplification de signal par la tyramide, où là, on peut faire jusqu'à cette couleur, donc 6 targets plus d'API. Ou bien, s'il est utilisé en fait en combo avec la partie microfluidique qui est la PhenoCycler, on monte à un niveau très élevé de multiplexage. Donc, bien sûr, la partie scanner ici, ça c'est beaucoup plus en fait pour le domaine translationnel clinique, où là, c'est un scanner de lame haut débit avec des racks et un nombre limité de marqueurs. Donc, je ne sais pas si ça marche pas.
juste pour vous donner, en fait, moi, je ne le vois pas, le pointeur ici. Voilà, pour vous montrer un peu, je pense que les gens qui ont déjà fait le training, ils l'ont déjà vu, comment l'instrument fonctionne. Donc là, en fait, on utilise de la microfluidique, ce qui veut dire qu'on va monter en fait une chambre de marquage. Il y a une lame de verre qu'on va mettre sur la lame directement, et après, en fait, on presse pour la maintenir et puis créer cette chambre. En 30 secondes, c'est fait. Après, on la dispose en fait sur un portoir, donc qui est aimanté. On inverse, on met la lame avec la lamelle, et c'est là où on identifie en fait, on parle de flocelle. On raccorde la tubulure. Après, le portoir en fait est mis et glissé en dessous du microscope. Et lui, il va en fait faire pas mal de captures, hein, pilotées par ordinateur. Donc, il va faire au départ en fait ce qu'on appelle nous un tissu map. Il va en fait mapper tout le tissu. Pas la peine en fait de scanner toute la lame s'il y a juste une petite portion en fait de tissu. Ça permet de raccourcir en fait les temps d'acquisition. Après, il va faire en fait un focus map. Si jamais la lame en fait ou la coupe elle est irrégulière, il va avoir en fait un focus idéal. Donc il y a à peu près 35 points de focus. Et par la suite, en fait, il va commencer à scanner les die les uns après les autres. Donc c'est assez rapide, hein, comme technologie. Donc, on ne fait pas de Z-Stack, hein, ce n'est pas comme un confocal, c'est vraiment un scanner, un scan, même si on parle aussi de focus map. Et là, vous avez en fait l'image, ce n'est pas l'image qui sort en temps réel, hein. Laetitia peut confirmer, c'est juste une image accélérée. Après, ce que vous allez avoir, c'est vraiment un QPTIF, c'est un file composite où plusieurs en fait, couches vont être compilées. Et à ce moment-là, vous pouvez en fait faire l'analyse de data et le clustering. Donc, voilà, ici, vous voyez vous voyez rien. Voilà, vous voyez en fait la lame avec la flocelle. Donc, il y a un petit trou qui est ici pour l'entrée en fait des réactifs et le deuxième en fait pour la sortie. C'est une technologie en fait qui permet d'interroger la lame entière, et il y a possibilité aussi d'utiliser des corps TM. En termes de chimie, on utilise en fait des anticorps barcodés. Donc, la seule étape manuelle, c'est vraiment l'addition du cocktail. Si vous avez par exemple 100 anticorps à rajouter, ça va être 100 anticorps à incuber au même temps sur l'échantillon. Le temps d'incubation, généralement, en fait, varie en fonction de vos besoins. Si vous avez vraiment une proportion de gènes qui sont faiblement exprimés, vous voulez le ressortir, à ce moment-là, vous pouvez incuber overnight. Sinon, c'est 3 heures, 3 heures minimum. Donc, la première étape, c'est l'addition des anticorps barcodés. Barcodés, ça veut dire, en fait, c'est des séquences d'oligonucléotides qui varient entre 20 jusqu'à 30 oligonucléotides. Deuxième, ça va être la révélation. Donc, on rajoute la partie antisens de chaque barcode. Et cette partie antisens, c'est un oligo qui comporte aussi des die. Donc là, c'est juste pour simplifier le schéma, on a mis un seul die, mais il y en a plein en fait qui sont déposés sur cette partie-là. On révèle 3 marqueurs à la fois. Donc en réalité, il y en a 4 parce que le DAPI, on le rajoute à chaque cycle. Pourquoi 3 et pourquoi pas plus? Ça permet en fait d'aller vite en termes d'analyse de data. Quand vous avez en fait 3 die qui sont spectralement différents et dissociés en fait dans l'espace, ça évite en fait de faire des compensations. Donc là, le signal, ça va être noir ou blanc. Pas la peine en fait de faire des optimisations ou des corrections de signaux. Donc à la suite de ça, on va prendre une image. Là, il s'agit en fait du cycle 1. Donc on est ici. Après, on va réaliser en fait une déshybridation. Donc, toutes les sondes antisens qui se sont fixées vont être libérées. Donc, il n'y aura plus de die. Et on recommence. Donc, on recommence le cycle, cycle 2, cycle 3, cycle 4, jusqu'à autant de cycles en fait que possible. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc,
une chose en fait à préciser, c'est qu'il y a un catalogue d'anticorps qui sont prêts à l'emploi, des anticorps pré-tagués, mais vous avez la possibilité de taguer vous-même vos anticorps. S'ils n'apparaissent pas au catalogue, on a un kit de conjugaison. C'est une conjugaison en fait à base de activation, oxydation, réduction. Donc ça se fait en fait au niveau en fait de colonnes. La seule condition, c'est que l'anticorps soit validé en DAB classique et qu'il soit aussi carrière free. Donc, pas de protéines, pas de BSA, pas d'acide, ni de tréhalose, hein, parce qu'il y a pas mal d'anticorps qui sont faits dans des sucres. L'idéal, c'est d'avoir en fait un anticorps dans du PBS. Oui. Ah, là, vous voulez parler en fait de l'encombrement stérique. On va parler plutôt par compartiment. On est à peu près à 4-5 anticorps par compartiment. Par exemple, au niveau membranaire, au niveau, voilà. Après, tout dépend aussi comment sont organisées aussi les cibles. Parce qu'il y a des cibles, vous allez le voir en fait dans les exemples, où il y a deux targets en fait qui sont juxtaposés. On arrive à les dissocier. Mais après, s'il y en a plein en fait qui sont vraiment, genre il y a des cibles dans des rafts, ou là, ça va être un peu challenging. Il n'y a pas de. Là, en fait, parce qu'il y a des technologies comme la technologie Opal, où on va faire un stripping, on décape en fait l'anticorps primaire et le secondaire, donc on se débarrasse un peu de cet encombrement. Ici, l'anticorps, il reste pendant tout le cycle. Number of cycles you run is dependent on what? Depend on the number of plex. Je peux switcher en français ou non? On a en fait un tableau matriciel qui permet de monter son panel, un design de panel. Et ça vous donne aussi, ça permet de gagner du temps. Si vous avez plusieurs marqueurs, par exemple, qui sont couplés, là, les die qu'on utilise, nous, en fait, c'est l'Alexa 488, l'Atto 550, l'Alexa 647 et le 780. Donc, si vous avez plein, en fait, qui sont dans le 488, vous ne pouvez pas les utiliser dans le même cycle. Donc là, il faut, en fait, les dissocier. Et ça permet, en fait, de faire cette, un peu feuille de route pour votre marquage. Il y a des recommandations aussi dans l'assignation des die, si vous voulez faire une conjugaison. C'est comme la cytométrie de flux. Un target qui est faiblement exprimé, on va le mettre plutôt avec un die brillant, et vice-versa. La dernière chose, c'est le type d'échantillon. Donc, on a des FPE, formalin embedded. Cela, on ne va pas utiliser le 488 parce qu'il va tomber pile poil en fait, dans tout ce qui est autofluorescence. Plutôt, on va privilégier en fait, les die les plus lointains. Fresh frozen, on peut utiliser 488, et ainsi de suite. Oui, 50 microgrammes. Ça pour faire 25 runs. Mais c'est en fonction en fait de vos besoins. Vous pouvez, si vous voulez, vous avez un projet et que vous voulez rester stringent dans les conditions de reproductibilité, à ce moment-là, vous pouvez coupler en fait une quantité plus grande. Oui. Combien de tailles différentes l'appareil GV? Enfin, vous travaillez avec un panel de combien de couleurs? Alors, pour cette technologie-là, il n'y en a que 4. Voilà, c'est une technologie cyclique. Si vous êtes avec le DAPI, y compris le DAPI, ça fait 4. Ouais. Ouais. Il y a 5 couleurs au total, hein, mais tout dépend en fait du type de tissu. On va choisir l'un plutôt que l'autre. Mais de toute façon, dans l'acquisition, il n'y aura que les 4 canaux qui vont être allumés. Oui. Parce que dans le FPE, on enlève Oui. On a un protocole hein, pour Fresh Frozen. On a un protocole aussi.
de pré-traitement. Donc, c'est pareil, hein, vous suivez en fait le protocole tel qu'il est. En fait, il y a une précaution particulière en fait pour les fresh frozen, c'est au niveau en fait de l'adhésion des tissus. Donc, si vous faites du fresh frozen, il faut que ça soit en fait sur des super frost. Si vous pouvez utiliser un coating, ça peut être l'idéal aussi. Je ne sais pas quel coating vous utilisez, fipronectine ou polyalysine, ça passe. Après, il y a des tampons qu'on recommande aussi, du NEB complété avec du zinc. Ça évite en fait que la slide ou les tissus en fait ils se désolidarisent de la lame. Oui. Une lame à la fois. Une lame à la fois, mais il y aura deux en fait bientôt. Donc, quand on fait en fait l'incubation de la première, une fois l'incubation de la première en fait est faite, on lance la deuxième et on analyse la première. Donc, il y aura en fait. Mais là, dans le cadre actuel, oui, il n'y a qu'une seule lame à la fois. Qu'est-ce qui nous garantit? Après, reproductibilité et en tout cas la possibilité de comparer des marquages sur plusieurs lames différentes. Il y aura toujours un contrôle interne. Dans le panel, nous, on recommande en fait d'utiliser 3 jusqu'à 4 contrôles internes. Donc, tout dépend de la taille du plex, hein. Si vous faites 3-4, ça ne sert à rien en fait de faire de reproduire les contrôles. Mais quand il s'agit en fait d'un niveau très élevé de plex, on a des cahiers des charges et des protocoles de validation qu'on peut partager avec vous. C'est bien détaillé. Mais il faut effectivement un contrôle interne. Pardon? Un gène en fait qui est exprimé sur les mêmes, on va dire un gène constitutif qui est exprimé de manière stable et versus en fait un gène inconnu. Voilà. Et ça, vous pouvez en fait les taguer, les spotter. Et dans l'analyse, en fait, vous allez vous référer à ces contrôles-là. Oui. Protéines. Alors, on a plutôt humain, FFPE et FF, et on a aussi Fresh Frozen pour souris. La plupart des Fresh Frozen qu'on a validés en fait par la souris marchent aussi pour du FFPE. Mais on va sortir en fait aussi un catalogue pour FFPE souris. Pourquoi vous êtes beaucoup plus souris? Oui, d'accord. On a, je n'ai pas en fait donné toutes les informations, mais on a plusieurs listes d'anticorps qui existent. Il y a les anticorps validés préconjugués. Il y a les anticorps qui sont screenés, validés, mais non préconjugués, pour une simple raison, c'est que le business n'y est pas. Du coup, on peut vous communiquer en fait le clone, le barcode avec lequel il a été conjugué avec des datas robustes en interne. Et on a aussi ce qu'on appelle la community list. Ça, c'est une liste en fait issue des partenariats et aussi des publications. C'est des chercheurs qui ont barcodé eux-mêmes leurs anticorps. En termes d'applications, donc il y a plusieurs applications possibles, hein. Généralement, quand on parle de biologie spatiale, on s'intéresse à tout ce qui est solide, donc tumeurs solides ou organoïdes éventuellement, mais pas que. Je vais vous montrer aussi qu'on peut l'utiliser aussi pour des cellules non adhérentes. Et donc, dans le cheminement en fait, du raisonnement pour la biologie spatiale, c'est vraiment 5 piliers. On va commencer par un phénotypage, surtout lorsqu'on a accès à la lame entière. Ça permet en fait d'avoir et d'identifier des événements rares avec une résolution subcellulaire. Il y a aussi l'aspect fonctionnel et la possibilité de jumeler en fait la détection d'ARN avec la détection de protéines sur la même lame, pour enfin en fait ressortir ces voisinages cellulaires. Donc, Spatial Neighborhood, c'est là en fait où ça vous donne une idée si mes CD4 sont proches en fait de la tumeur, ce que ça veut dire, ou bien en fait s'ils sont infiltrés par des macrophages, quel est le niveau en fait d'inflammation, et ainsi de suite.
Et le but de tout ça, c'est de sortir un hit robuste, donc une signature très courte ou très raccourcie, qui peut être exploité pour une cohorte ou une large cohorte et aller en high throughput. Donc, je vais commencer en fait par l'aspect phénotypage. Dans ce cas de figure, en fait, il s'agit d'un panel 103-plex qu'on a mis au point. Il a été adapté en fait à partir de la publication de Hanan, qui lui, en fait, il a un peu mappé tous les targets pertinents pour aborder en fait une question immuno-oncologique. Et du coup, on a sorti en fait ce panel-là. Donc, il y a beaucoup d'immuno, il y a de l'onco, il y a du tissulaire, il y a aussi du métabolisme. Et après, vous avez en fait des aspects prolifération et mort cellulaire. Et on a appliqué ce panel sur un cancer tête et cou, un échantillon, une biopsie qu'on a eue en fait d'un patient qui suivait une immunothérapie. Et quand on regarde en fait l'échantillon marqué avant phénotypage avec un hématoxyline, hématoxyline, voilà. J'allais dire HNI et on est tranquille. Donc, un anapathe en fait aguerri, il peut vraiment identifier la partie tumeur versus non-tumeur, les foyers ici en fait les zones marginales. Mais voilà, l'observation, elle peut s'arrêter là. On peut zoomer, dézoomer, voir la granulosité. On peut éventuellement prédire un infiltrat, mais si vous ne faites pas en fait de multiplex, vous allez passer à côté en fait de cette énorme hétérogénéité que vous observez au niveau de cette coupe. Donc c'est ce qu'on a fait en fait sur cette biopsie-là, et ça a permis en fait d'identifier plusieurs foyers, donc plusieurs foyers. Donc celle-là, on considérait que c'était plutôt en fait une partie beaucoup plus épithéliale. La tumeur, elle est là. Les centres germinatifs sont ici avec les cellules B. Et après, on a le tissu sain qui est là. Donc, on peut aller au-delà et voir vraiment avec précision, si on a une résolution cellulaire, quel type de cellule en fait se trouve au niveau en fait de la région en fait qu'on a zoomé. Et c'est qu'on a identifié en fait plusieurs voisinages cellulaires. Donc, on reprend la même coupe. Il ne s'agit pas en fait d'une seule tumeur, mais plutôt en fait d'une multitude de tumeurs qui ont plusieurs patterns. Donc là, il s'agit plutôt de 4 tumeurs qui sont identifiées ici. Si on compare assez rapidement juste la tumeur 3 versus la tumeur 4, la tumeur 4, quand on voit les infiltrats qui sont là et listés ici, elle est voilà, pleine de CD8, de macrophages. Donc, le système immunitaire, il est en plein boom. C'est une tumeur chaude. La tumeur 3, en revanche, il y a moins d'infiltrats, il y a beaucoup plus de cellules épithéliales. Et on l'a prouvé aussi parce qu'il y avait des marqueurs des métabolismes, que c'est une tumeur qui prolifère et qui a un métabolisme accéléré. Donc ça, c'est une tumeur froide. Et ça a fait un peu partie des raisons pour lesquelles cette personne-là a fait une rechute et puis elle n'a pas survécu même malheureusement en fait, au traitement. Donc voilà, ça vous donne une idée en fait de l'hétérogénéité des tumeurs et ce qu'on peut observer ou ce qu'on peut avoir à partir d'un seul tissu. Et quand on va plus loin en analysant en fait le voisinage, cette partie-là, tumeur chaude, et il y a beaucoup en fait de cellules immunitaires qui sont en contact avec les cellules tumorales, alors que celle-ci, elle est plutôt en fait pleine de cellules épithéliales et aussi de cellules tumorales qui prolifèrent. Donc voilà un peu l'avantage en fait d'avoir une approche multiplex ou ultra highplex qui vous donne en fait plusieurs informations sur le même échantillon. Est-ce que vous avez des questions? Donc l'autre partie, c'était donc tout ce qui est fonctionnel. Alors fonctionnel, ça veut dire en fait avoir l'ARN et la protéine en fait sur la même lame. Donc on a deux approches. La première, ça va être tout ce qui est low-plex, grâce à un partenariat avec ACD. Il y a la possibilité de faire jusqu'à 12 plex en fait sur cette plateforme-là. Et après, on a notre propre chimie
qui elle va, en fait, je vais vous montrer des datas, mais elle va être disponible à partir de fin de l'année, où là, on peut monter jusqu'à 200 à 1000 targets. Donc la première, je pense que certains d'entre vous font déjà du RNScope. Vous connaissez en fait, normalement le protocole est assez connu. Ça utilise en fait des sondes en double Z sur lesquelles on va monter un arbre d'amplification, un pre-amplifier, et à la fin, on va rajouter en fait les fluorochromes. Actuellement, en fait, on est limité à 4 targets. Donc là, avec le PhenoCycler, vous avez la possibilité en fait de faire jusqu'à 4 cycles et monter jusqu'à 12 targets en utilisant un scope. La deuxième chimie, qui est la nôtre, elle va utiliser le même principe, c'est un marquage cyclique. Donc on va avoir à chaque fois en fait des probes qu'on va incuber en one go, et après on va les révéler 3 par 3 avec les die, et ainsi de suite. Donc pour vraiment en fait prouver la fonctionnalité de cette technologie, il fallait la comparer au gold standard. Donc, gold standard, c'est vraiment tout ce qui est transcriptomique et séquençage. Donc, là, on a en fait testé 3 gènes, faiblement exprimés, moyennement exprimés et hautement exprimés. Et les data corrèlent vraiment en fait avec ce qu'on a avec le séquençage. Un autre aspect, c'est la spécificité. Donc ici, on a cultivé, on a mixé en fait 3 types cellulaires avec des targets exclusifs. Et quand on fait en fait le clustering, on fait en fait la représentation UMAP. UMAP, c'est vraiment réduction de dimension. Les 3 sous-types cellulaires, en fait, ils sont vraiment bien identifiés. Il n'y a pas en fait d'overlap ou cross reconnaissance. La spécificité aussi, elle a été validée, par exemple ici, en utilisant une sonde anti-sens pour vraiment venir en compétition avec la sonde qui contient le die et on éteint complètement le signal. Un autre aspect, c'est est-ce que j'aurai en fait la même réponse lorsque j'analyse un gène dans un 3-plex versus un 100-plex. Quelle que soit en fait la taille du plex, on obtient vraiment en fait le même résultat. Donc la taille du plex, ça n'influe pas vraiment en fait sur le résultat final. Ceci est à prendre aussi avec précaution parce que, comme on parlait aussi de tout ce qui est encombrement stérique, là aussi la question elle peut se poser, surtout lorsqu'il y a en fait des messagers qui sont en machinerie de traduction, où là il faudra vraiment en fait regarder ça avec un œil très pointu. La dernière chose, c'est le type de tissus. Et là, on a fait des TMA. Donc, on a listé vraiment en fait tous les types de tissus qui existent dans le corps humain. Et la technologie, elle fonctionne dans tout type de tissu. Pour tout ce qui est application, là, c'est pareil. En fait, on est reparti dans l'échantillon d'avant. Ça, c'est une autre biopsie, en fait, un échantillon tête et cou, où on a utilisé en fait un panel de 100 plex, donc il y avait 60 ARN et 40 protéines. Pourquoi 60 et 40? Parce que la plupart en fait, des protéines ne sont pas exprimées. Hein. Donc il y a les 60 ARN qui sont identifiés. Et après, on a essayé de regarder de plus près la composante en fait, de cet échantillon. Listé ici, en fait, quand vous voyez P, c'est protéines. Quand il n'y a pas de P, en fait, c'est l'ARN. Et on s'est intéressé en fait à des régions comme celle-ci. En fait, si on zoome, on voit bien en fait c'est une région qui est pleine de cellules B, qui sont marquées avec le CD21, ou des cellules présentatrices de l'antigène folliculaire aussi. Ce qui identifie en fait une zone où on appelle ça une structure lymphoïde tertiaire. C'est des structures en fait qui ne sont pas dans les foyers immunitaires, mais qui sont dans d'autres tissus où on a en fait, qui sont entourés en fait de cellules T. Parce que tout ce qui est en fait CD45 non B, ce sont des lymphocytes T. Et ici, on voit aussi voilà, quelques marqueurs quelques marqueurs tumoraux, en fait, la pancytokératine qui est ici.
Là, on a un peu d'inflammation qui est révélée par la myéloperoxydase. Et on peut ainsi en fait interroger à ce moment-là en fait les messagers. Donc là, on a les ARN. Donc il y a GC chain en fait, c'est plutôt un marqueur en fait des anticorps IgG, IgM. Donc on voit bien en fait que c'est baigné en fait d'anticorps. Hein. Les cellules B qui étaient dans cette zone-là folliculaire, elles sont vraiment actives. Et après, on a des marqueurs aussi au niveau de la vasculature. Quand je fais le merge, ça donne vraiment en fait une image où là, on a accès à l'information complète. Donc, si on va plus loin en fait dans l'analyse, c'est là où je vous disais en fait pourquoi l'aspect métiomique est assez intéressant. Quand on regarde cette partie-là au niveau en fait épithélial, hein, c'est vraiment la fin en fait quand on fait la biopsie, c'est la fin en fait des tissus. On a plusieurs couleurs, c'est assez intéressant, mais il faut comprendre ce qui s'y passe. Et donc là, en regardant de plus près, on voit que par exemple, le gène P53, qui est un gène qui répond vraiment au stress, hein, c'est un oncogène impliqué dans les voies de mort et les voies de survie. Toute cette région-là, elle est comme si en fait elle est en alerte. Donc P53 est exprimé partout. L'annexine 1, c'est plutôt en fait un marqueur qui marque quoi l'annexine 1 Oui, il marque aussi les cellules tumorales, donc il est surexprimé. On a aussi un autre marqueur qui est prédictif, c'est IVL1, qui est exprimé ici. Donc là, on peut déjà identifier des foyers tumoraux versus tissu sain. Et puis après, on a la kératine 10 qui est là, en fait, c'est vraiment les cellules tumorales. Donc, on va plus loin. Maintenant, je fais apparaître les protéines. La kératine 5 ici, on a l'impression en fait qu'elle forme un barrage. Vous avez ici tout ce qui est tumoral, infiltré aussi par des macrophages, révélé ici par CD68. Et la kératine 5, elle forme vraiment en fait un feuillet protecteur pour éviter la dissémination de la tumeur. Donc c'est ainsi qu'on peut jongler en fait au sein d'un même tissu pour voir voilà, l'hétérogénéité et comprendre un petit peu la biologie. Pareil, si on regarde cette petite partie-là, donc on retrouve bien en fait les cellules tumorales ici. Il y a des cellules tumorales là qui sont entourées aussi par pas mal de cellules saines. Mais encore une fois, j'allume la kératine 5 et là, on a le même topo. Donc, c'est comme si, en fait, c'est pour ça qu'on parle de nodule. Un nodule, c'est vraiment une tumeur à l'intérieur qui est couverte, en fait, des cellules épithéliales et aussi couverte de cellules immunitaires. Donc là, on a la kératine 5 qui est là pour prévenir, en fait, le développement de la tumeur. Et cette partie-là, bizarrement, en fait, elle est ouverte. Donc, on peut s'attendre à ce que la tumeur, en fait, progresse. Et quand on rajoute, en fait, les protéines, là, on comprend que c'est effectivement, en fait, le système immunitaire essaye de bloquer ce que la kératine 5 n'arrive pas, en fait, à empêcher. Donc là, on a un afflux, en fait, de macrophages au niveau du foyer qui est ici pour vraiment stopper la progression de la tumeur. Voilà, donc c'est un peu, on va dire, rapide en fait comme explication, mais c'est parmi les mécanismes que vous pouvez décrypter en utilisant un niveau de plex assez élevé et surtout avec l'approche météorique. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Logiciel. En français, s'il te plaît. Yeah, no, so we have on the PC where the PhenoCycler-Fusion is installed, we have different software that can handle the images. So because it's a single cell image, so you have the information of each single cell, and then we have different software that can be used to export and analyze the images. At the moment, we have one software with just to visualize the image, and then one software that you can use. Actually, is a QPAT and SiteMark, so both of them are free software.
And QPAT can handle the ozolite scan. You can do cell segmentation. You can export X and Y coordinates with information from each single marker in the different cellular compartment. And then you can use cytomap also to do this clustering UMAP that Ali showed before. And yeah, in terms of also this multicolor, then you of course in QPAT you can see all the different color. Of course, you cannot see all the 30 color at the same time because I think you can go up to Seven color to discriminate with our eyes. But then the system is reading all the different information that you have in the panel. Was that the question? Yeah, sure. And then it was my question was also that how we will use that since this is a platform device, and then how when we put our sample, then and could we explore and analyze on our own computer in our office? Yeah, it depends. For example, QPAT and Cytomap are free software, so you can download that. There are other software which are commercial and they have a license. Yeah. Like how big is each image? How big is each image? Well, that's because Alors, it depends. oui. Because I think depend on the tissue side, depend on the number of marker. For example, I have an example with the tissue which is 1 centimeter per 1.8, 30 biomarker, and it's about 12 gigabytes. You can. Dans l'exemple que j'avais présenté avec le son 3-plex, donc c'était 800 000 cellules à peu près, et puis 39 cycles, 44 heures d'incubation, et ça a fait 300 gigabytes. Where are we going to store this? Oui. Vous avez décidé de prendre ça, c'est mieux? Comme vous voulez. Oui, c'est bien, mais tu peux aller aussi en anglais, tu peux y aller. Non, non, tu peux faire en italien. Espagnol. Ok, clairement, c'est des fichiers grands, mais il y a aussi la façon d'extraire l'information sur le format plus comprimé. Par exemple, Oui. nous, on fait cette extraction de réseau cellulaire. Oui. Est-ce que vous fournissez quelque chose de pareil ou est-ce que vous êtes intéressé à proposer cette option? Parce que c'est vrai que quand on a des vraies images, c'est vraiment lourd. Mais en fait, on ne doit pas vraiment regarder les images si on a codifié l'information déjà dans des formats plus comprimés. Oui, ben, c'est ça en fait, le QPTIF, c'est un format comprimé. Quand moi je parlais en fait des 300 gigabytes, ça c'est les images en fait qui sont prises, les images brutes. Mais après, vous allez compiler et le fichier en fait final, il ne va pas dépasser en fait les, je sais pas, 5-6 gigabytes. Oui, mais je veux dire, même si on peut étudier les images, est-ce que vous proposez des solutions computationnelles pour extraire l'information? Par exemple, You can switch in English maybe. As the image is a QPT. Once the image is analyzed, then you can export CSV file, for example. So that's Exactly. that's the CSV file that you can get out from the image, and that contains all the information that you need actually, because you have exactly. X and Y each cells, all That's the right. value of the market. That's the CSV file. We have been analyzing the data for some time, and we make networks out of these tissues, and it becomes very efficient to look at them and look at spatial patterns. Of course, you cannot have this feeling that you're looking at the tissue because you suddenly have the dots, right? But if you can visualize the markers you need, it's still going to tell you a lot of information about your sample, and you can make the discoveries yourself. So I wonder, you know, in your solutions that you propose, is something like this already implemented, or would you be interested in? Well, what we are offering at the moment is once you get your final image, QPT image, then there is a step of analysis where basically it's just taking load the entire image and do the cell segmentation single cell. Then from here you can export the CSV file, which is much smaller than QPT. That file already contains all the information that you need to open this file, like with Cytomap, for example, or other software that are handle data analysis, not image analysis, but data analysis. And with that, you can do clustering, UMAP,
you can also explore, let's say, the image coordinates. And if you open in QPAD, then you will get, these dots that you were mentioning before, all these UMAP or clustering dots, and the dots represent really your image. So, and what also we did yesterday, the training, then also we have possibility to import this kind of map with these dots in QPAD or in our software again, if you wanna really position the map on top of the real image. Yeah. But still with the CSV, you can generate this kind of spatial map with this cluster or with this neighbor analysis. This is outside of this kind of big utility. We're just using the CSV. But do you offer the spatial analysis as part of the solution? Well, it's not our software at the moment, but this can be done with Sitemap, which is installed, and this can handle data that are coming from our images. So the full package is, cell segmentation, phenotyping, the spatial analysis, neighborhood clustering, dimensional introduction. Does it answer your question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Non. Non. On commence plutôt en fait avec les ARN et après protéines. Oui. Est-ce que le tissu Vous pouvez le récupérer juste pour faire un HNE par exemple. Oui, c'est possible. On a un protocole en fait pour désolidariser, j'arrive pas avec ce terme, désolidariser la lame en verre. Et ou même en fait, vous pouvez le laisser dans la flocelle et injecter en fait de l'éosine directement dans. We have a new protocol. Okay. No, that's possible. So actually, the protocol we have now, that's the protocol we were using before, because so we have the flow cell that is going on top of the slide, and it's really sticky, so it's difficult to remove it. But now we have implemented a protocol where you can put the slide with the flow cell on it inside him overnight, and the flow cell automatically detached from the slide, the teacher is still intact. After that, once the flow cell is H&E, multi-classical cover slip on the slide, and use whatever microscope you want in Rapid to acquire an H&E. That's the program. Up to date. Oui. Peut-être un arrêt sur l'expression de certaines protéines, en tout cas de certains antigènes. Est-ce qu'il y a des datas de compatibilité entre certains? Bah, c'est ce que j'ai montré en fait, et on a aussi pareil un cahier des charges. C'est ça la différence entre RNScope et notre chimie, parce que RNScope en fait on utilise beaucoup de la protéine ASCA, généralement en fait pour débobiner en fait les nucléosomes, libérer un peu voilà la partie, parce qu'il faut aussi digérer l'ADN si vous voulez en fait faire de l'ARN. Nous en fait c'est vraiment une autre chimie, c'est confidentiel pour l'instant. Mais il n'y a pas d'impact en fait sur la stabilité ou l'intégrité des antigènes. C'est vraiment votre question. Il y aura moins de problèmes de compatibilité avec la chimie que vous avez sortie. Oui. Pour détecter les... Oui, tout à fait. Alors, il y a des publications, hein, si vous regardez sur PubMed, il y a des laboratoires qui ont essayé d'optimiser justement la détection d'ARN et RNAscope, ça existe. On peut faire en fait 3 transcrits et une protéine, ou 2 transcrits, 2 protéines, mais on ne peut pas aller au-delà, parce qu'il y a pas mal justement d'antigènes qui souffrent avec le traitement à la protéine ASCA. Moi, je l'avais fait en fait auparavant avec Thermo Fisher, parce qu'ils ont aussi une technologie comparable qui s'appelle Quantigen View. Alors, RNAscope et Quantigen View viennent vraiment du même labo. Ce qu'ils faisaient, en fait, c'était de rajouter des tampons, genre les tampons en fait qui
qui sont utilisés pour tout ce qui est échantillon riche en CPG. Voilà, c'est des tampons comme ça, en fait, pour vraiment ouvrir tout ce qui est complexe protéique et libérer les ARN. Parce que, encore une fois, c'est l'accès à l'ARN qui est difficile. C'est bon? Ah oui. Voilà. Vous les avez sur les téléphones, c'est ça? Est-ce que l'ordre de révélation dans les cycles des anticorps est important? Non. Les moins exprimés en premier, non. En fait, c'est différent. Là, vous faites référence, encore une fois, au test Opal. L'Opal, oui. Tous ceux qui sont moins exprimés, on va les mettre plutôt avec des dyes brillants et on va privilégier qu'ils soient en premier. Là, non. Il n'y a pas de traitement à la chaleur, il n'y a pas de... L'assignation du dye est importante. Comme j'ai dit, en fait, s'ils sont moins exprimés, il faut les mettre avec les dyes brillants. Et c'est comme ça, en fait, qu'on jongle avec des barcodes. On a des anticorps qui existent, mais on a des barcodes qui sont déclinés dans différentes couleurs. Question de la salle, c'est bon, et avec ça. Après, en fait, il y a une chimie hybride qui peut aussi s'utiliser sur cette plateforme. Donc là, vous reconnaissez en fait l'opale tel qu'il existe actuellement. Donc un primaire, un secondaire couplé à l'HRP. Après, on rajoute la tyramide avec les dyes, une déposition et on amplifie le signal. La chimie en fait phénocycler que j'ai expliqué, anticorps barcodé, un antisens avec le dye, et on a fait un mix des deux. Donc là, on aura en fait une chimie qui fonctionne aussi sur le phénocycler fusion, où là, l'anticorps il est barcodé, mais au lieu que ça soit en fait un dye qui est apporté par l'antisens, ça va être la HRP. Et on rajoute en fait les opales et on fait en fait juste une déshybridation. Donc il n'y a pas de heat stripping, ce qui veut dire que les anticorps primaires restent et qui vont être inclus en fait en one go, alors qu'avec l'opale en fait c'est je rajoute le primaire, après je décape le deuxième target et je décape. Ici en fait tout se fait en même temps, ce qui veut dire que là on s'affranchit aussi des problèmes de stabilité et de l'intégrité des antigènes qui sont thermolampiques. Et donc, c'est des technologies qui sont assez fermées, hein, parce qu'en fait, on propose des panels avec seulement une position ouverte. Donc, c'est des panels qui sont préconçus. Et vous pouvez les compléter en rajoutant en fait des anticorps qui existent au catalogue ou bien un anticorps que vous allez conjuguer vous-même. Ce qui veut dire que là, ça va être tout le temps en fait des simplex. L'avantage des simplex, c'est que ça permet de faire aussi du whole slide scan rapide. En 12 minutes, en fait, on scanne la lame entière. Et donc, la dernière chose en fait que je voulais vous montrer, donc là, c'est du blabla, c'était les applications. Voilà. Donc, je termine avec ça parce que, comme vous voyez, c'est rien que d'avoir en fait le combo entre phénocycler et le fusion, vous avez déjà en fait toute cette partie-là qui est disponible, que ce soit en fait du screen ou de la validation. Et on a utilisé en fait ce même combo dans une analyse qui a été publiée par Philips. Hein, c'est un papier qui est très bien, si vous voulez en fait avoir la référence, elle est là. Un lymphome cutané, où la stratification des patients n'a pas permis d'avoir une réponse 100% en fait suite à l'immunothérapie. Donc, ils sont revenus en fait pour revoir toutes ces personnes-là qui étaient non répondeurs et comparer pareil. Vous vous rappelez en fait de cette JAMA study, toujours on compare en fait les différentes plateformes et les différentes approches d'analyser en fait les tissus. Il n'y a pas eu de différence en fait quand on utilise toutes ces technologies-là, hein, que ce soit du DAB PDL1 ou l'interféron gamma en expression, en QPCR, du séquençage ou aussi l'incidence des mutations ou de la mass spec. Donc, aucune différence entre répondeurs et non répondeurs. Là, vous le voyez en fait en IHC. Quand on fait aussi le count des cellules en IHC, pas de différence. Donc, on passait à côté de quelque chose. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué en fait un panel 56-plex immuno-onco sur les répondeurs non répondeurs, et ça a permis en fait d'identifier plusieurs voisinages cellulaires.
Donc, un voisinage qui est identifié ici comme étant numéro 10, qui est enrichi en Treg, le deuxième qui est enrichi en cellules tumorales, cellules dendritiques, et le troisième avec des cellules effectrices. Et donc, rien qu'en regardant, en fait, avant traitement, il y a déjà une différence significative entre répondeur et non-répondeur. C'est ça, en fait, c'est l'avantage ou la force, en fait, de la biologie spatiale, c'est que ça lève, en fait, ou ça démasque des éléments auxquels vous n'aviez pas accès. Et donc, par la suite, les scientifiques, avec les médecins, ils ont installé, en fait, un score. Donc, le score consiste à identifier ou calculer la distance entre un CD4. S'il est proche en fait d'un Treg, ça donne un score positif. S'il est proche d'une cellule tumorale, ça donne un score négatif. Donc ici, réponse immune supprimée ou atténuée. Ici, réponse immune effectrice. Et ça a permis vraiment en fait de sortir ce screen et d'avoir cette discrimination en fait plus pertinente de cet essai. Donc, par la suite, ils ont été un peu plus loin, hein, appliquer en fait cette signature spectrale qui est de 7 marqueurs qui sont ici sur une grosse cohorte. Et là, les résultats, en fait, ils ont atteint un seuil de significativité très élevé. Donc, on part en fait d'une analyse, on va dire, biaisée au départ, parce qu'on avait en fait la moitié de l'information qui était perdue, à une analyse plus pertinente qui permettait de mieux stratifier les patients. Donc, pour la partie analyse, quelqu'un a posé une question sur la liste, donc Ivan a répondu, mais voilà, vous avez un QPTIF en fait à la sortie de l'image, c'est des images réelles, mais le fichier file QPTIF, c'est un file composite. Et après, vous avez le fichier, le software inform, ça c'est pour tout ce qui est analyse lowplex jusqu'à cette couleur. Et après, vous avez en fait QPath, qui est aussi un logiciel gratuit pour tout ce qui est high multiplex. Je termine avec les applications. Je vais partager en fait quelques slides avec vous, Laetitia. Vous pouvez en fait scanner les QR codes qui sont là et avoir accès directement aux data en ligne. Vous pouvez zoomer, dézoomer, faire des captures, sélectionner en fait les targets d'intérêt. C'est vraiment très interactif. Et en termes d'application, donc je disais que c'est beaucoup plus en fait des tissus solides, mais on peut faire aussi tout ce qui est non adhérent. Là, en l'occurrence, en fait, c'était des PBMC. C'est pas pour remplacer en fait la cytométrie de flux parce qu'elle fait le job mieux et je pense beaucoup plus rapidement. Mais c'est beaucoup plus dans une approche, par exemple, de chercher des cellules tumorales circulantes. Donc là, on a utilisé un 26-plex. Sachez que quand vous faites la cytométrie, il y a jusqu'à 30% de perte de cellules. Si vous avez en fait des cellules rares, des cellules circulantes, dans 1 million de cellules, la chance en fait est très mince pour capturer un événement. Donc là, on a fait ce 26-plex. La plupart des marqueurs ont marché, hein, pas les 26, mais je pense qu'on était à 22 ou 23. Donc, c'est quand même une technologie qui peut s'appliquer sur d'autres types de recherche. Donc là, je fais juste passer les marqueurs. Cancer du sein, ça a fait l'objet en fait de plusieurs publications. Donc là, il y a aussi un 36-plex dans un papier qui était très intéressant où on a retrouvé en fait des cellules rares qui surexprimaient en fait 2 types de kératine. Ils sont censés être exprimés dans différents tissus. Donc, et ces cellules-là, en fait, ça représentait pratiquement 40 cellules sur 65 000 et ça donnait un mauvais pronostic. Donc, ça, c'était un papier, je peux aussi vous l'envoyer s'il y a des personnes qui travaillent sur le cancer du sein. Après, les organoïdes. Donc là, c'était une étude où ils ont en fait développé des MEF, mais là, c'est plutôt en fait des IPS à partir en fait d'un tissu humain. Et on a appliqué un 21-plex. Donc l'organoïde en fait il grossit et après en fait on met en fait dans de la paraffine, on fait des coups.
Et la résolution, en fait, elle permet vraiment de revoir comment l'architecture, en fait, elle est structurée. Donc, c'est assez impressionnant, en fait, comme travail. On retrouve vraiment, en fait, les lobules. Voilà, donc on a fait aussi sur le rein. Alors, le rein, c'est un tissu assez tricky parce qu'il y a beaucoup d'autofluorescence. C'est très granuleux, en fait, c'est un peu comme le foie. En fait, il y a beaucoup de mitochondries. On a des protocoles aussi de quenching de l'autofluorescence. Donc, c'est des protocoles physiques ou des protocoles aussi chimiques, hein, avec traitement ou avec des LED qu'on peut partager avec vous si vous le souhaitez. Aussi, ça, c'est cancer des poumons. Donc, c'est un 39 plex. Toutes les datas, en fait, existent. Là, je les montre juste pour les personnes intéressées. Si vous souhaitez, en fait, avoir les datas avec les images et puis les représentations, je peux vous les envoyer. Après, on a aussi beaucoup de neuro. La neuro, en fait, revient vraiment en force. Comme notre chef R&D, en fait, il vient de la neuro. Là, on a développé pas mal de panels. Chacun, il fait ce qu'il sait faire en fait, le mieux. Donc, on a un panel neuro 15 plex qui peut monter jusqu'à 40 plex avec des modules inflammation ou tout dépend. Là, par exemple, en fait, c'est la maladie de Parkinson. On fait aussi de la souris, hein. Il y a beaucoup de panels souris. Donc, on a un panel 26 plex souris. Là, c'était plutôt du cervelet de souris. Et donc là, c'est la maladie d'Alzheimer, donc avec des protéines contre la bêta-amyloïde. Donc ça c'est aussi, ça fera l'objet d'un papier s'il y a des personnes qui sont intéressées. Et enfin, ça, c'était vraiment les premiers prémices de la technologie, quand il y avait la vague Covid. Tout le monde s'est rué dessus et donc on a publié aussi des papiers avec la technologie. On a utilisé un 30plex. Il n'y a pas les autres. Je pense qu'il y a un switch de. Je vais revenir dessus. Ça, c'était en fait un psoriasis. Donc, c'est de la peau, 23plex. Pareil. Il y a beaucoup de marqueurs en fait d'infiltrats tumoraux. Oui, c'est là en fait. Ça rejoint en fait l'analyse sur Covid, hein. C'est des échantillons post-mortem de poumons. Où pareil, on va avoir vraiment en fait accès aussi à la capside, à la protéine spike et au récepteur AC2. Je pense que j'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Largement convaincu de la puissance de la techno et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui. J'aimerais bien avoir une idée en fait du prix moyen d'une lame. Sinon, ça va dépendre du panel qu'on va choisir, j'entends. Alors, ça dépend de deux aspects en fait. Il y a le panel, il y a aussi le nombre de biopsies que vous mettez par lame. Parce qu'une lame, en fait, c'est considéré comme un échantillon. Ah, ça va être TMA. Une coupe ou plusieurs coupes. Plusieurs. Ouais. TMA. Parce que la surface en fait d'acquisition, elle est de 16,34. 18,34. Voilà. Et donc, vous pouvez en fait déposer plein de petites biopsies. Je pense que dans le fichier que j'avais partagé avec vous, on était à combien? 44 € la lame? Par 46? Ouais. Par coupe. Ouais, par marqueur. Ouais. Ouais. Par marqueur. Ouais. Chez nous, c'est 3 000 € pour faire un marqueur. Ça dérape. Après, j'ai découvert qu'on peut mettre plusieurs échantillons. Oui. Ça coupe en deux. En tout cas, j'ai aussi le prix de le faire avec un collier indirectement et c'est beaucoup plus simple. Non, oui, parce que là, en fait, on vous facture aussi le labor time. Donc, c'est le temps, en fait, de l'expérimentateur. Et il y a aussi tout ce qui est troubleshooting qui est pris en charge. Ouais. Mais là,
Là, je vous rassure, hein, parce que là, on travaille avec Frédéric, Laetitia et Pablo pour mettre en place en fait une offre concurrentielle. Et à ce moment-là, en fait, vous faites appel directement à eux, vous passez directement par eux. Et moi, honnêtement, ça m'intéresse que ça soit ici que d'être envoyé en fait aux US. Ça marche aussi. Le chocolat pour moi. Ah. Non, c'est le même prix. Ouais, c'est le même prix. Ouais. Question qui peut paraître anecdotique, mais on a évoqué les tailles de fichiers gigantesques. Alors, gigantesque, oui et non, hein, parce que si vous regardez vraiment la biologie spatiale, les autres technologies, c'est des terabytes. On ne parle pas de gigabytes. Mais le truc, c'est là, l'objectif, c'est d'avoir plusieurs patients. Oui. J'ai bien compris, il y a une acquisition qui génère ces gros fichiers, mais après, l'utilisateur terminal est plus sur le format compressé qui est un peu plus raisonnable. Oui, c'est ça. Que du coup, les premières images, on est censé les garder ou pas du tout. Bah, si vous avez un serveur, oui. Oui. Pas que la version comprimée. Pour publier, oui. Et si vous travaillez en fait avec, s'il y a un essai clinique, c'est une durée de 10 ans même. Personne ne sait que les sommes dedans pour les gars du La version comprimée, ça va, mais il y en a les analyses individuelles. Putain, ce que j'ai vu, ça fait un plan. Oui, c'est bon. Merci. Merci à vous. When the vision's there